d'être là pour accueillir avec nous Fawaz Hussein. Je crois que c'est la première fois à la CB qu'on reçoit, j'allais dire un berbère de l'autre côté. C'est qu'on l'appelle comme ça, de toute façon. Parce qu'on appelle les berbères les Kurdes de l'Afrique du Nord. Donc on peut bien... Donc enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que je lis quelque chose qui a été écrit par un Kurde. C'est pas banal parce que c'est aussi doublement intéressant pour nous. D'abord parce que pour cette question de langue minorée, etc., on en parlera peut-être un tout petit peu tout à l'heure, ensuite parce que Fawaz qui vit, je vais donner quelques éléments de biographie comme ça de lui, il vit en France depuis 1978, il est né en Syrie. Il a fait des études en lettres à la Sorbonne, il a fait un doctorat et il écrit, il a traduit certains auteurs dans Camus, du français au kurde, mais il a écrit ses romans essentiellement en français. Enfin, on en parlera plus en détail. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le Syrien du 7e étage, parce que ça aussi, c'est comment quelqu'un qui vit depuis très longtemps en France, comment il retourne le regard qu'on pose sur lui. C'est-à-dire, il nous décrit ce que lui, comment lui, il voit et on est, enfin, on en a un peu parlé, c'est un peu les Montesquieu à l'envers, quoi. Les lettres persanes vues, enfin, on renvoie le miroir, quoi. Hein. Voilà. Pardon ? J'ai dit Koudali, il y a un type qui a fait la même chose. Ah ouais, d'accord. Marie-Joëlle, comme d'habitude, a lu avec beaucoup de précision le livre, le roman, parce que c'est un roman, hein, donc on est dans la création littéraire, hein, mais aussi avec des observations sociologiques, etc. Elle l'a lu, elle a des questions à poser à Fawaz, et puis après, comme d'habitude, on va j'espère vous donner envie de lire le livre, si ce n'est déjà fait. Hein. Voilà, c'est à toi, Marie. Oui, alors quelques mots d'abord. C'est bon ? Oui. Quelques mots d'abord sur ce roman, parce que comme dit Reski, effectivement, c'est un roman. Ce n'est pas une autofiction, même si, vous le dites vous-même, le narrateur vous ressemble à bien des égards. Si on devait le qualifier, ce roman, on pourrait dire que c'est le roman de l'exil, dont le personnage central, le narrateur, est un Kurde syrien, donc, qui vit par écran interposé le chaos dans lequel est plongé son pays. Alors, pour fuir cette violence à distance, bien sûr, par ces écrans interposés, c'est une violence même par écran interposé, qui est omniprésente, et je dirais même obsessionnelle. Il va tourner son regard vers ceux que l'on va nommer les petites gens de son immeuble HLM et de son quartier du 20e arrondissement de Paris. Cependant, rien n'y fait. La douleur et la nostalgie se confondent et tout le ramène à cette violence. Votre regard sur ce peuple des quartiers de Paris, c'est un regard apaisé, avec, je dirais, une tendre distance qui n'est pas dénuée d'humour et qui donne lieu à une très fine observation de l'interculturalité de la population urbaine parisienne. Alors, votre langue maternelle, c'est le kurde, bien sûr. Votre langue, on pourrait dire, entre guillemets, officielle, c'est l'arabe. Et vous avez choisi d'écrire en français.
sachant que la littérature, c'est le langage de l'intime. Pourquoi avoir choisi cette langue? Azuflawen, je vais être le premier à parler kabyle avec vous. D'abord, je remercie infiniment mes amis qui m'ont invité, qui m'ont donné cette chance pour être parmi vous. Vous m'entendez? Oui. Voilà. C'est vrai, depuis un an, je suis tout le temps parmi les Kabyles, je suis avec les Kabyles, je les ai dans mon cœur et je pense qu'eux aussi, ils m'apprécient beaucoup parce que comme une chanson de Léo Ferré, oui, je pense qu'il il chante Aragon, il dit « Le malheur au malheur ressemble, il est toujours profond, profond, profond ». Et puisque c'est la même souffrance, c'est la même douleur, alors du coup, oui, cela nous rapproche énormément. Alors, pour répondre à la question de Marie-Joëlle, concernant ma langue, il y a toujours une petite histoire que je raconte. Rabat, elle m'a dit, mais il me l'a déjà raconté 2 fois, mais je vais la raconter pour vous parce que... Alors voilà, je suis né dans un petit village. Je ne sais jamais vraiment, je n'ai jamais su c'était quand, ni l'année, ni le mois, ni le jour. Et alors je suis né dans un petit village comme les moutons, les brebis, les agneaux, enfin vous voyez, les poules, les poussins. C'était comme ça les naissances, il n'y avait pas d'hôpitaux, les femmes donnaient naissance à la maison. Alors à l'âge, j'avais 4 ou 5 ans, peut-être un peu plus, peut-être 5 ou 6 ans. Ma mère, elle ne voulait plus rester au village parce qu'elle avait la coépouse de mon père, parce que chez les musulmans, c'est tout à fait faisable, même dans le passé, on le faisait assez souvent. Elle ne voulait pas rester au village et elle voyait que nous grandissions, ma sœur aînée et moi. Alors un jour, elle a décidé de quitter le village voilà, parce que ma grand-mère maternelle, elle venait juste d'avoir une maison dans une toute petite ville qui s'appelle Amouda. Alors on a fait tout le chemin à pied, on était attaqué par les chiens et j'avais très très peur et il faisait tellement chaud, on est arrivé. Je me suis trouvé dans une ville, il y avait l'électricité, il y avait un puits qui donnait une eau qui n'avait rien à voir avec l'eau Sumâtre du village. Et surtout un jour, mon père il est arrivé avec un cartable et il m'a demandé de le suivre. Alors on a traversé le fleuve de la ville qui coulait à l'époque et il a frappé à une porte et il y a un monsieur qui est venu, il était tout habillé en noir. Voilà. Veste noire, chaussures noires, même il avait une barbe noire. Il avait quelque chose sur la poitrine qui brillait, qui était doré, je ne savais pas. Et après j'ai compris que c'était une croix et que le monsieur était un prêtre catholique, il était le directeur d'une école catholique. Mon père et lui, ils ont commencé à s'exprimer, à parler une langue que je ne comprenais absolument pas. Je venais juste de quitter le village et mon quartier. Et mon père m'a dit, voilà mon fils, à partir d'aujourd'hui, c'est ça la langue, le monsieur qui est là, il va t'apprendre une langue et ça va te permettre d'être un bon citoyen. Et voilà. Et après, c'était très très difficile pour moi parce que je ne parlais que ma langue maternelle, le kurde. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait plusieurs langues. Alors avec le prêtre catholique, il y avait bien sûr l'arabe et il y avait quelques bribes de français. Et je me souviens, le premier traumatisme que j'ai connu, c'était ça en réalité. Ça veut dire, j'avais une langue qui m'aidait à m'exprimer sur tout, d'avoir des opinions sur tout. Et on m'a dit, non, ça c'est la langue des paysans, des bouseux. Cette langue ne sert à rien, il n'y a pas de culture kurde, il n'y a pas de littérature kurde, il n'y a pas vraiment de langue kurde. C'est un mélange de plusieurs dialectes, ce n'est pas une langue. Si vous voulez vraiment réussir, devenir un jour médecin, ingénieur ou professeur, il faut complètement oublier cette langue et vous appeler plutôt à l'arabe parce que c'était la langue de la nation et la langue de la réussite, etc. Voilà, et après, bien sûr, il y a eu le français. Et c'est pour répondre à votre question, Marie-Joëlle, oui, ma langue maternelle, c'est le kurde. C'est la langue qui m'exprimait vraiment à vivre. Et après, à un moment donné, je me suis rendu compte que ma langue était indésirable et que je devais m'en débarrasser. Et ça m'a fait énormément de mal. Et le choix a été donc le français? Comment vous êtes arrivé? Alors voilà, après,
j'ai fait des études de lettres à Alep. Je suis resté 4 ans à faire des études de lettres. J'ai eu une licence et j'étais parmi les meilleurs de ma promotion. Je suis arrivé à Paris. Alors, je le dis toujours, je dis voilà, je ne sais pas quel jour, quelle année je suis né, vraiment, mais le jour de mon arrivée en France, à Paris, je ne l'oublierai jamais, parce que c'est comme une vraie date de naissance pour moi, une seconde, une renaissance. Je suis arrivé le 28/8/78. Oui, voilà, c'est facile à retenir cette date, et du coup, ça fait 40 ans. Alors, quand j'ai terminé mes études à la Sorbonne, là, j'ai fait une thèse de doctorat, parce qu'il fallait absolument passer par là. Après, j'avais toujours envie. Avant, j'étais un immense lecteur. Et après, j'avais envie d'écrire. Et quand j'ai voulu écrire, je voulais m'exprimer en kurde, ma langue maternelle. Je me suis rendu compte qu'elle était en piteux état. Et elle ne pouvait pas vraiment satisfaire tous mes besoins, toutes mes expressions, enfin, traduire mes sentiments les plus profonds. Il y avait l'arabe, mais l'arabe avait opprimé ma langue et il n'était pas question pour moi. C'était pas une réaction vraiment négative dans le sens où non, je veux pas, mais tout simplement, c'est pas ma langue maternelle. Il y avait le français et puisque je savais que j'allais continuer à vivre en France, j'ai décidé à un moment donné, j'ai fait un choix comme ça tranchant. J'ai dit voilà, je vais faire du français ma langue d'écrivain. Par contre, il faut que je fasse quelque chose pour le kurde. Et Marie-Joëlle, après, le 12/12/92, toujours on est dans les dates, je suis allé en Suède pour rester 8 ans, parce que je me suis marié avec un Suédois, j'ai une petite fille maintenant, elle a 25 ans. Et je me suis rendu compte, une fois arrivé à Stockholm, que la communauté kurde était très très importante là-bas. Et que la communauté avait fait énormément, comme la communauté kurde au Canada, cette communauté avait fait énormément pour la culture, pour la langue. Il y avait des Kurdes de Syrie, de Turquie, d'Irak et d'Iran, et même d'Arménie, parce qu'en Arménie, il y avait pas mal de Kurdes qui s'étaient réfugiés là-bas. Et ils avaient fait un travail assez intéressant sur la langue kurde. Et j'ai commencé à fréquenter bien sûr cette communauté. J'étais un membre de cette communauté. Et au bout de quelques années, surtout au bout de 5-6 ans, je me suis rendu compte que je pouvais plus ou moins combler les lacunes. Alors souvent je dis, il m'a fallu m'éloigner de 5000 km de chez moi pour rencontrer ma langue maternelle et pour me retrouver, parce que ma langue, je ne vais pas m'en approcher. Voilà, ça c'est un peu mon expérience avec les langues. Vous venez de nous parler de votre village, Amouda. C'est votre fondation, ce sont vos fondations, ce village. Il est présent, très présent dans vos romans, notamment Les Sables de Mésopotamie, Le Rêveur des bords du Tigre, ce sont des ouvrages que vous aurez l'occasion de feuilleter, découvrir tout à l'heure. Alors vous venez de nous parler de votre village. Il y a un pont dans ce village, un pont qui est à la fois réel et symbolique. C'est quoi ce pont ? Voilà, alors dans le roman, enfin le serial 7e étage, je dis que ma mère, elle m'appelle un jour pour me dire que le pont a été bombardé. Ce n'est pas la vérité. En réalité, ça veut dire que ce n'est pas seulement un pont qui a été bombardé, détruit. C'est toute une vie. Alors moi j'ai pensé exactement aux passerelles, aux ponts, vous voyez, à ce qui nous unit. J'ai dit tiens, je vais imaginer ce pont. Alors voilà, dans le roman, c'est un pont qui a été détruit, on ne sait pas par qui. Est-ce que c'est par les milices kurdes? Est-ce que c'est par le gouvernement? Parce qu'il y a tellement de mélanges en Syrie. Souvent je dis, voilà, c'est ce qu'on voit. On voit qu'un chiite syrien va donner rendez-vous à un chiite libanais, irakien, iranien, afghan, pakistanais, pour se battre contre un sunnite syrien, libanais aussi, turc, saoudien, tchétchène, et afghan et autres. Ça veut dire que c'est devenu vraiment un terrain pour, etc. Mais moi je dis toujours que la guerre en Syrie, c'est pas une guerre religieuse, c'est pas une guerre entre les sunnites et les chiites, c'est tout simplement une guerre pour le pouvoir. Et souvent, on se sert de la religion pour avoir accès au pouvoir. Alors quand je vois comment, par exemple, la Turquie, Erdogan se comporte maintenant, et les mollahs d'Iran
comment ils se comportent, je comprends que la religion, c'est tout simplement une sorte de bouclier, une sorte d'échelle pour avoir accès au village. Alors en parlant de ce village, souvent on dit village, mais en réalité c'est une petite ville. Alors voilà, j'ai quitté cette petite ville, ou ce grand village si vous voulez. Voilà, c'était tout petit, on venait juste installer l'électricité, l'eau courante, oui, on pouvait l'avoir, il y avait l'école, après à un moment donné, voilà, il y a eu le collège, il y a eu le lycée et le collège, et bon, ben après, je suis allé à Alep, je suis allé à Damas, je suis venu ici, je suis rentré chez moi au bout de 16 ans. Au bout de 16 ans, je suis rentré, et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu que ma ville n'était plus la même ville. Parce que ce qui arrive à quelqu'un quand il part de chez lui, et pendant 20 ans ou même beaucoup plus, on se rend compte qu'on ne peut pas rentrer chez soi au bout de... Parce que les parents qu'on voit, qu'on revoit, ne sont plus vraiment les mêmes, et nous, on n'est plus les mêmes. Alors du coup, les pièces nous semblent trop petites, les rues trop étroites, et voilà. Alors moi, Marie-Joëlle, pour répondre à votre question, la ville d'Amouda, en réalité, dans ma tête, c'est une ville mythique. Ça veut dire, voilà, je dis Amouda comme Ulysse, il disait Ithaque. Alors moi, je suis allé à Ithaque. Ithaque, c'est un village. Vraiment, il n'a rien dans... Moi, je suis allé, il y avait un seul hôtel, c'était en hiver, il y avait un seul hôtel qui était ouvert, et j'étais le seul à l'hôtel à dormir. Et pour dire que voilà, ça veut dire quand on parle d'une île comme Ithaque, où ça prend des dimensions incroyables, des dimensions mythiques, mais Amouda, c'est une toute petite ville, c'est un trou perdu dans le bec du Canard, ce qu'on appelle maintenant le nord-est de la Syrie, et ça fait partie de la Mésopotamie du Nord. Votre narrateur va retrouver un ami, une connaissance des années étudiantes, celui que vous appelez le chiite des marais de Mésopotamie, et il dit « Nous ne faisons que ressasser le malheur d'être kurde ». Alors, c'est quoi ce malheur? C'est quoi votre malheur d'être kurde? Oh là là, mais je peux écrire une encyclopédie sur le malheur kurde. Les divisions, un pays séparé, une langue dans un mauvais état, des ennemis partout. Et tout à l'heure, en parlant avec Areski, j'ai dit, voilà, bien sûr, on parle des... Alors, je ne parle pas de tous les Turcs, mais je parle des régimes, bien sûr, voilà, le régime syrien, le régime irakien, le régime iranien, le régime turc. Ces quatre régimes sont contre, bien sûr, le Kurdistan et le Kurde. Et moi, j'ai jamais eu quoi que ce soit contre le peuple, ces peuples-là. Alors d'abord, le Kurdistan a été divisé en deux parties. Voilà, il y avait la partie qui faisait, enfin, le Kurdistan qui faisait partie de l'Empire ottoman, et l'autre qui faisait de l'Empire perse, si vous voulez. Et après la Première Guerre mondiale et la destruction de l'Empire ottoman, l'Empire ottoman n'existait plus, les Français, les Anglais sont arrivés et ils ont découpé la région, ils ont tracé des frontières, mais des frontières tout à fait absurdes. Alors du coup, il y a eu la naissance de la Syrie et la naissance de l'Irak. Et comme ça, il y a eu 4 Kurdistans, si vous voulez. L'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Alors le premier malheur, si vous voulez, c'est ça, c'est que les Kurdes sont 40 millions, il y a des gens qui disent 50 millions, ils n'ont jamais eu d'État. Dans le passé, au XIIe siècle, il y a eu quelques principautés à l'époque de l'Empire ottoman, quelques principautés, ils ont fait pas mal pour l'école, pour la langue, etc. Mais quand les Kurdes prenaient de l'importance, toujours le sultan envoyait ses soldats, ses janissaires pour tout détruire. Voilà, alors d'abord, c'est ces divisions. Deuxièmement, la langue kurde, c'est une langue qui n'a jamais été vraiment enseignée, qui était interdite en Syrie quand j'étais petit, elle était interdite en Turquie et en Iran, et seulement en Irak depuis 61, parce que les Kurdes se sont battus beaucoup plus, le kurde était enseigné, et il est toujours enseigné. Mais la langue kurde a été toujours une langue interdite. Et c'est pour ça, quelqu'un qui maîtrise à 100% le kurde, ça n'existe pas. Comme je vous ai dit, j'ai dû m'éloigner de combien de milliers de kilomètres
pour rencontrer ma langue. Et d'autres malheurs, les Kurdes, j'aurais bien aimé avoir des voisins comme les Norvégiens, comme les Finlandais ou comme les Suédois. Vous voyez, j'aurais bien, mais les Kurdes ont comme voisins la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Et mon Dieu, mais le voisinage, j'aurais bien aimé m'en passer. Voilà, ça c'est aussi l'un des malheurs des Kurdes, c'est que voilà, le Kurdistan se trouve au Moyen-Orient. Il y a certainement d'autres malheurs, vous allez m'en parler. Alors, donc, je cite votre narrateur, je vous cite. En Europe, je traîne ma ville et son fleuve assassiné comme Jésus sa croix et sa passion. Il dit aussi, tout autour de mon lit, j'entends des cris, des pleurs. On pourrait dire, mais comment ne pas devenir fou? Et là, votre narrateur nous parle de son thérapeute, justement. Et son thérapeute lui dit, pour ne pas devenir fou, il faut mettre une croix. Il faut mettre une croix sur la Syrie, sur le Kurdistan, et puis il faut faire le vide. C'est possible de faire le vide? Non, c'est presque impossible. C'est mon médecin traitant. J'ai cité son nom exactement parce que j'ai demandé l'autorisation. Elle a dit oui, oui, vous pouvez citer mon nom. C'est un Algérien, il s'appelle Richard Aziza. Je l'aime beaucoup, je l'ai vu hier. C'est mon médecin traitant. Tu aurais dû ajouter le téléphone. Voilà, faire un peu de publicité pour lui. Voilà. Alors, en réalité, non. Mais je pense que ce qui nous arrive à Reski, c'est que en avançant en âge, on se rend compte que nous avons des plaies, des blessures, on ne peut pas vraiment les guérir. Il faut vivre avec. Et c'est exactement ça, par exemple. Regardez, je me rends compte, ça fait maintenant 7 ans, tout ce que j'ai écrit 2 ou 3 romans et je vais écrire un... Mais le problème syrien est toujours là, le problème kurde est toujours là. Je ne peux pas, je sais pas, parler d'autre chose que de parler de ça. Alors, c'est vrai, les petites gens du quartier et même le kurde chiite, parce que moi je suis kurde musulman sunnite, si vous voulez, et lui il est kurde musulman chiite. Vous voyez, c'est encore des divisions pour... Mais nous on s'entendait parce qu'ici c'est vrai, c'est un problème mineur. Oui, non, on peut essayer d'oublier, mais le problème est toujours là, et ce qui m'aide à vraiment vivre ces contradictions, cette violence à distance, c'est l'écriture. Avec l'écriture, voilà, d'abord ça me permet de me sentir bien dans ma peau, et je sens que depuis que j'écris, c'est vrai, je crains moins la mort. Moi, j'ai l'impression que, voilà, que ça repousse un peu la frontière de la mort, et je sais qu'un jour, moi, bien sûr, je ne serai pas là, comme nous tous, parce que on dit, voilà, Dieu seul est immortel, et Dieu seul est parfait, mais nous, voilà, on est de passage. Voilà, nous sommes à Dieu et nous lui retournerons. Voilà. Dans votre roman, on croise une multitude de personnages de toutes origines. Alors, par exemple, une Tamoule et sa fille, des Maghrébins, des Chinois, des Africains subsahariens, une Russe et même des Français. Parmi les Français, il y a ceux du 4e étage avec leurs chiens qui attendent la lettre du fils qui n'arrive jamais. Il y a des touristes, il y a une vieille dame catholique et il y a même un vicomte. Alors vos portraits sont ciselés, justes, mais sans concession. Quelle vision de l'Occident et en particulier des Français à votre narrateur? Je pense que mon narrateur, il se sent à 100% français. Il est français, c'est pas... Voilà, d'accord, il est kurde, il est né en Syrie, mais moi, personnellement, quand on me dit, alors définissez-vous, vous êtes... Je dis, je suis à 100% français, je suis à 100% syrien, je suis à 100%... Sur le plan mathématique, ça pose problème, bien sûr, mais bon, tant pis, c'est pas... Voilà. Moi je le dis toujours, je suis arrivé dans ce pays, ça fait 40 ans que je vis en Europe, on n'a jamais fracassé ma porte pour entrer, pour me demander quelle est la couleur de mes idées politiques ou quelles sont mes intentions. Ce pays, la France, m'a permis d'étudier
d'avoir un passeport français qui permet de voyager énormément, j'ai la sécurité. C'est vrai, je n'ai pas vraiment à me plaindre, bien sûr, et j'ai des choses à critiquer dans ce pays. Mais regardez ma fille, par exemple, elle est née à Stockholm, et maintenant elle a 25 ans, etc. Alors, quand je pense à ma soeur, à ma fille, pardon, je parle de ma fille, voilà. Ma fille elle est à Stockholm, et quand je parle à mes soeurs, à mes neveux qui sont en Syrie, je préfère que ma fille soit quand même là-bas qu'en Syrie, parce que à Stockholm, elle a son cheval avec sa mère, elle a son travail, elle a... Vous voyez là, ça veut dire faire une comparaison entre un enfant suédois et un enfant kurde ou peut-être kabyle. Mon Dieu, mais c'est comme le ciel et la terre. Le fossé est tellement immense que voilà, ce sont des abîmes qui les séparent. Alors oui, ça veut dire, moi, je fais partie de ces gens-là. Je ne crache jamais dans la soupe. Et la France m'a énormément donné et je resterai toujours reconnaissant à ce pays. Bien sûr, il y a des choses que je critique, mais la France m'a énormément donné. Alors, il y a des personnages. Ce Français, je brosse de lui une image très positive, là, le monsieur du 4e. Au début, il nous énervait parce que l'ascenseur, c'est uniquement pour lui. Toutes les 2 heures, il doit descendre ou remonter pour vérifier si son fils lui a envoyé des lettres. Et même le samedi et le dimanche, parce qu'il m'a expliqué, il m'a dit quelquefois, le concierge, il se trompe. Voilà, il met... alors, les gens voient, ah non, cette lettre, elle n'est pas à moi. Ah oui, elle est à tel monsieur, on disait monsieur Areski, on va la glisser dans la boîte de monsieur Areski. Alors il dit, peut-être, comme ça, même un samedi soir, à minuit, quelqu'un s'est rendu compte, et comme ça, il va vérifier, peut-être, voilà, c'est comme en attendant Godot, là, lui aussi, il attend toujours la lettre de son fils. Oui, et puis... Après, il y a les autres, bien sûr, dans chaque quartier. Je pense que, ici, chaque être humain est unique. Chaque être humain est un roman. Vous voyez, à un moment donné, il y avait une publicité pour le dictionnaire Robert. Chaque mot est un roman. Mais c'est vrai, en français, ce qui est bien, c'est que la France a fait énormément de travail sur la langue française, et pourtant, elle est toute récente par rapport au chinois, par rapport à l'arabe. Mais il y a des dictionnaires historiques qui vous expliquent l'origine de ce mot, comment il était au Xe siècle, le XIIe, etc. Et comment le sens peut s'élargir, ou même, enfin, le mot, comment il peut mourir. Et voilà, c'est magnifique. Chaque mot est un roman. Alors, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Et puis, il y a bien sûr les Kabyles. Alors, le narrateur dit, les Kurdes et les Kabyles, c'est kiff-kiff. En quoi vous sentez-vous en particulier proche des Kabyles? Alors, il y a 40 ans, je suis arrivé en France il y a 40 ans, et j'avais de la sympathie pour les Kabyles, parce que, voilà, au quartier latin, dès que je disais je suis kurde, il y avait des Kabyles qui venaient vers moi, et voilà, c'était vice-versa. Et je savais, quand même, la question kabyle, je la connais, je sais que les Kabyles aussi sont sur 4 pays, la Tunisie, la Libye, enfin l'Algérie, le Maroc, tout ça, et bien sûr, il y a le désert aussi, pour les Touaregs. Voilà, les Kurdes aussi, ils ont le même problème avec la langue. Aussi, il y a plusieurs dialectes. Tous les Kabyles, tous les Amazirs, tous les Chlours ne peuvent pas se comprendre entre eux. Et deuxièmement, surtout, les femmes. Je voyais que les tatouages des femmes, c'était les mêmes, plus ou moins. Et le Kurde aussi, c'est un peuple montagnard. Et les Kabyles aussi, enfin, les Berbères aussi sont des montagnards. Oui, et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, comme dans la chanson de Léo Ferré, non, de Jean Ferrat, excusez-moi, j'ai dit Léo Ferré, c'est Jean Ferrat, et d'après le roman, d'après le poème de Louis Aragon, le malheur au malheur ressemble, il est toujours profond, profond, profond. Quand j'étais en Suède, j'ai travaillé 3 ans en Laponie, et j'ai remarqué que là-bas aussi, il y avait la même tragédie. Les Lapons, c'est comme nous, c'est comme les Amazirs, ils sont sur 4 pays, la Russie, la Finlande, la Suède et la Norvège, et ils ont plus ou moins les mêmes problèmes. Mais en Suède, je pense qu'ils sont 60 000 personnes, mais ils ont même un parlement. Ils ont une langue, ils ont beaucoup plus. Comme je vous ai dit, il faut bien choisir ses voisins. Voilà. Il faut bien. Voilà. Alors, vous citez un certain nombre d'auteurs dans votre roman. Vous citez Sioran, le maître roumain. Avec on sent qu'il y a chez vous une proximité avec
ce recul très lucide et vous tendre sur Ange. Et il y a Kerouac et son fameux clochard céleste à propos de l'Algérien sans-abri du square. Est-ce qu'on peut parler de vos influences littéraires? Oui, mais franchement, c'est très très difficile pour moi de dire quels sont les auteurs qui m'ont marqué le plus. Parce que je lis depuis l'âge de 12-13 ans. Avant, je lisais bien sûr la BD, Batman, Superman, oui, comme tout le monde, de ma génération. Et après, bien sûr, quand j'ai pu lire les romans, je me suis orienté vers la littérature russe parce que les Russes les traduisaient facilement à Beyrouth et la Syrie avait d'excellentes relations avec l'Union soviétique de l'époque. Alors du coup, leurs livres, on les achetait pour rien du tout, c'était presque gratuit. Alors voilà, après, bien sûr, j'ai commencé à lire les Français, les Anglais et les Américains. Mais pourquoi je parle beaucoup de Cioran? Parce que Cioran, c'est... Oui, en très peu de mots, il peut résumer peut-être un roman, ou peut-être même deux. Et c'est vrai, j'adore ce monsieur, son pessimisme réaliste. Et voilà, lui aussi, il était plus ou moins comme moi. Moi, je suis comme lui, il vivait, lui aussi, il habitait dans 2 petites pièces à Odéon, au 6e étage, sans ascenseur. Et il passait son temps à vivre avec le minimum, mais il voulait être libre. Et lui, moi j'ai beaucoup travaillé, mais lui, par contre, sa philosophie, pas de travail. Le travail, ça rend servile, ça rend prisonnier. Alors lui, il avait décidé de ne jamais travailler, et il a réussi à le faire. Il n'a jamais travaillé de toute sa vie, quoi. Bien sûr, il écrivait beaucoup, mais il n'avait rien. Il n'avait rien. Souvent, il était assis sur les bancs ou les chaises du jardin du Luxembourg, parce qu'il avait des difficultés à dormir. Alors il passait toute sa vie à tourner dans le quartier. Je pense que je l'ai vu plusieurs fois sans m'en rendre compte. Après, il y a Kerouac, bien sûr, parce que je pense que tout le monde a lu En route, cette littérature qui a vraiment touché beaucoup, beaucoup de gens. Ce style est tellement poétique, tellement prenant. Et bien sûr, après, quand je parle de l'Algérien, je cite Albert Camus parce que, cet Algérien, j'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Il passait son temps à boire et c'était un type certainement très très chouette, comme on dit, très très bien. Il lisait sans arrêt et je pense que, je ne sais pas ce qu'il était, mais en réalité c'était quelqu'un de très très bien. Mais voilà, un jour, c'est ce que je dis dans le roman, je rencontre la Russe dont je suis toujours amoureux. Elle me dit, oh là, il y a quelques jours, devant le jardin, le square, il y avait la police, il y avait le SAMU. Et elle a dit, on a trouvé le clochard mort sur son banc. Et voilà. Et il est mort comme ça. Et puisque le banc était convoité, parce qu'il y a d'autres qui voulaient prendre sa place, alors la mairie a tout simplement détruit, enlevé le banc. Personne ne peut prendre sa place. Tout comme votre narrateur, vous avez été enseignant en établissement secondaire de banlieue, je crois. Et c'est une expérience que vous avez relatée dans l'un de vos ouvrages, paru il y a une dizaine d'années, Prof dans une ZEP ordinaire. Que retenez-vous de vos années d'enseignement? Alors ça, c'est une question vraiment très très importante pour moi, parce que quand j'ai commencé à enseigner, c'était juste après mon retour de Stockholm. J'ai commencé en 2002. J'ai enseigné jusqu'à 2015-16. Au début, j'étais très, très enthousiaste. J'ai toujours enseigné en sciences de nuit. Je pense que j'ai fait 22 ou 23 collèges et lycées. Au début, je voulais changer le monde. Mais après, je me suis rendu compte que non. Et ils m'ont énormément changé, eux. Et du coup, je suis allé voir le même médecin traitant. Et il m'a dit, non, il faut abandonner. Ça, c'est plutôt pour les jeunes qui ont vraiment... Et je me suis rendu compte que ces gamins de 12-13 ans, ils ont eu raison de toute ma force, de toute ma vocation, et j'ai abandonné l'enseignement. Mais après avoir écrit ce livre, qui a un bon témoignage, en réalité c'est une sorte de chronique. C'est un professeur qui décrit chaque jour ce qui lui arrive avec les Mamadou, les Nassim, les Bilal,
je sais pas quoi, voilà, les Fatoumata et les Aminata, et voilà. Vous voyez, il y avait tout ça. Mais il y avait des gens, il y a des élèves très sympathiques, très agréables quand ils étaient seuls. Mais quand ces gens-là, ils étaient en groupe, c'était la folie, c'était des démons. Mais seuls, ils avaient énormément de respect pour moi. Comment allez-vous, monsieur? Vous allez bien, monsieur? Voilà. Mais quand ils étaient ensemble, c'était alors j'ai gardé, j'en parle tout le temps de cette période qui a duré quand même une quinzaine d'années. Et bon, ça fait partie de la vie. Mais voilà, j'aimerais bien que ça change un peu parce que c'est des générations qui sont des générations qui vont directement dans le mur. Et bien sûr, ces gens-là, je leur disais, mais vous allez, qui va s'occuper de moi quand je serai plus âgé, l'ophtalmo, le médecin, l'ingénieur, etc. Ils disaient, monsieur, laissez-nous, voilà, tranquille, parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, malheureusement. Alors, je disais que ce roman est aussi le portrait de la diversité. Et vous-même, vous appartenez à une culture de la cohabitation. Qu'est-ce que le mot diversité évoque pour vous? La diversité, pour moi, c'est comme les différences, c'est le salut pour nous, parce que si quelqu'un cherche vraiment une seule voie, ou comme on dit, une seule race, ou une seule couleur, bah, bien sûr, ça va très très mal pour nous. Je vais citer encore Albert Camus qui dit qu'il est pour la différence. Vous voyez, il imagine un peu l'arbre et ses racines. Vous voyez, il n'y a pas une seule racine, vous voyez, il y a plusieurs. Et ce sont toutes ces racines ensemble qui nourrissent l'arbre, si vous voulez, de la nation. Et si on coupe ces racines et on ne garde qu'une seule, l'arbre va mourir. Et je pense que dans la société, c'est la même chose. Je pense que ce n'est pas une seule voix qui va nous sauver, une seule couleur, mais c'est plutôt l'ensemble des idées, l'ensemble des couleurs. Alors, une fois j'étais dans une soirée, là, oui, je peux le citer, c'est Kamel Daoud. Il a dit, son fils, il lui dit, papa, c'est quoi parler plusieurs langues, ou avoir plusieurs amis, ou etc. Ou ça veut dire, voilà. Il a dit, mon fils, c'est comme une maison, imagine, tu as une seule fenêtre, et imagine une autre maison avec des dizaines de fenêtres. Avec des dizaines de fenêtres, il y a beaucoup plus de lumière qui entre, l'air voilà, se renouvelle beaucoup plus facilement, mais avec une seule fenêtre, on ne va pas avoir assez de lumière. Et moi je dis que c'est une chance pour la France d'avoir tous ces mélanges, si vous voulez, mais tout simplement, il faut savoir gérer tout cela, parce que le problème maintenant, ce qui arrive, c'est que maintenant, chaque communauté s'enferme sur elle-même, et avant, jusqu'à maintenant, on vivait, comme on dit, c'est notre ministre de l'Intérieur qui l'a dit, on vivait côte à côte, mais on risque de vivre face à face un jour, et tout le danger, il est là. Alors, pour ma part, terminerai peut-être sur une note optimiste, ou pas. Vous faites en quelque sorte l'apologie du rêve, puisque vous dites le rêve est la vraie réalité épurée de ce qui l'altère. Donc, le rêve est-il une thérapie? Et quel rêve aujourd'hui pour votre Syrien du 7e étage? Merci. C'est vrai, c'est une question très politique. Moi, je ne sais pas, souvent on me dit le rêve, et le réel, l'imaginaire. Mais moi, je ne vois pas. La frontière n'est pas nette et claire entre ce qu'on appelle le réel et ce qu'on appelle l'imaginaire. Un jour, on avait posé la question à Gabriel Garcia Marquez, et il dévoile bien ses pensées dans Une odeur de goyave. C'est un entretien avec un ami à lui. Il a dit, regardez les tempêtes en France et les tempêtes dans les Caraïbes. Ce ne sont pas les mêmes violences, ce n'est pas la même violence, ce ne sont pas les mêmes tempêtes. Quand il pleut ces derniers temps, comme on voit, et après l'image, enfin, l'image de la pluie qu'on a, ou la neige, etc. Vous voyez, ça veut dire la violence, c'est terrible, la densité, ça change d'un pays à l'autre. Et pour moi aussi, je dis que le réel, pour moi, ne se limite pas vraiment au réel. Pour moi, souvent, je vis des choses. Regardez, par exemple, tout ce que j'ai écrit dans ce roman. Franchement, je ne sais pas à 100%
quelle est la part de la réalité et quelle est la part de la fiction ou l'imaginaire, qu'est-ce qu'il a pu faire, mon imaginaire, pour combler. Moi, j'ai toujours besoin de l'imaginaire pour combler le réel, parce que le réel, il est trop austère. C'est comme si chaque jour, on mangeait la même chose, vous voyez, sans sauce, sans sel, sans sucre, sans rien du tout. Voilà, c'est fade. Alors, avec l'imaginaire, bah oui, c'est comme ça qu'on peut peut-être créer une œuvre littéraire. Alors après, on peut poser la question, mais ça sert à quoi? On peut vivre sans la littérature. C'est vrai, on peut vivre sans livre, on peut vivre sans musique. Jean-Paul Sartre, dans son livre Qu'est-ce la littérature? Il a écrit, je pense, 300 pages pour répondre à ces questions. C'est vrai, on peut vivre sans les livres, on peut vivre. Mais quelle vie va-t-on vivre sans les livres, sans les rencontres, sans le cinéma, sans la musique? Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai choisi... je me prive de beaucoup de choses pour suivre cette passion qui m'a amené jusqu'à Paris, parce que si j'ai quitté chez moi, c'était par amour pour la littérature, par amour pour la langue française, et voilà, je vais continuer. Ariski. On va peut-être donner la parole à la salle, si vous avez des questions, des remarques, Oui. J'ai pas lu le livre, mais je le lirai certainement. Vraiment, tel qu'il a été décrit, j'ai beaucoup apprécié. C'est juste pour raconter une petite anecdote. J'étais à Damas, dans un quartier chrétien, et j'expliquais à deux Syriens, sans savoir qu'il y avait une personne à côté de nous, de notre tablée, qui nous écoutait. Et j'ai expliqué à ces deux Syriens que je parlais l'arabe, mais que j'étais un kabyle. Et que j'étais un... et j'ai beau leur expliquer, ils avaient du mal à s'abstraire. Et la personne qui nous écoutait, c'était un Kurde, qui a fini par se fâcher et venir nous voir pour leur expliquer, mais vous devez comprendre, moi je suis Kurde, je viens en Syrie. Et lui, il est kabyle, il vit en Algérie. Il vient d'Algérie, donc il faudrait l'admettre. Donc on a passé la nuit à boire du arak, toute la nuit ensemble, on a discuté longuement. Et ça, je connaissais bien sûr les Kurdes, naturellement. Mais pour revenir un tout petit peu tout à l'heure sur le plan ethnologique, il y a un célèbre, j'ai interrompu tout à l'heure, excuse-moi Ariski, il y a un célèbre ethnologue, enfin un Syrien, qui dans les années 20 est venu en France, qui s'appelle Kurd Ali. Je ne sais pas si vous le connaissez, et qui a écrit un livre un livre de 500 pages, en voyageant en France et dans toute l'Europe, où il décrivait les mœurs des Français. C'est de l'ethnologie dans le sens inverse. C'est un livre extrêmement intéressant. Voilà, j'ai terminé, mais je vais le lire, votre livre, il m'a beaucoup plu. Très bien. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que, par exemple, la région où je suis, il y a des Syriens qui disent, mais vous êtes des envahisseurs, à nous les Kurdes. Nous, on était là au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais j'ai dit, mais avant vous, avant le 6e siècle, il y avait encore des gens. Et ça, on ne veut pas le savoir. Alors, voilà, c'est ça. Les Turcs sont arrivés, c'était des nomades. Ils sont installés petit à petit. Ils ont pris Constantinople à l'an 1500, je pense, presque. Voilà. Et après, ils ont pris tout le reste. Ils ont chassé ils ont chassé Byzance, les Byzantins, ils ont chassé les Arméniens, tout cela. Les Arméniens étaient chez eux. Ça veut dire, on ne peut pas dire maintenant aux Arabes qui sont en Algérie, rentrez chez vous, parce que quand même, ça fait des siècles et des siècles. Voilà, si c'est comme ça, alors à ce moment-là, je ne sais pas qui est le premier qui a vécu à l'endroit. Voyez. Alors, en France aussi, on peut chasser la langue française, parce qu'elle est venue avec les Romains, avec les soldats, avec Jules César, etc. Mais on peut chasser. Non, je pense qu'avec cette mentalité, on ne peut pas. Moi, ce que je pense, voilà, comme l'a dit Marie-Joëlle, c'est avec l'altérité, quand on accepte l'autre, je pense qu'on peut vivre en paix. Mais parce que, regardez, dans un tout petit pays comme la Syrie,
il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Il y a des musulmans sunnites, il y a des musulmans chiites. Après, il y a les différentes écoles. Vous voyez, il y en a 4 pour les musulmans. Après, il y a les Arméniens, il y a les Ismaélites, et il y a les Druzes, il y a les Alaouites, et je ne sais pas encore quoi d'autre, vous voyez. Alors, si chacun va avoir sa nation, on ne s'en sortira jamais. L'essentiel, c'est de vivre en paix. Et c'est pour ça, moi, une fois, j'ai assisté à une conférence d'Amin Malouf, le Libanais. J'ai vu qu'il était devenu très, très pessimiste parce que je l'avais rencontré une quinzaine d'années avant à Stockholm. Il était venu pour donner une conférence. Et je l'ai rencontré 15 ans après. J'ai vu qu'il était devenu très pessimiste parce que tout simplement, quand on voit comment le monde est devenu, c'est vrai, il est devenu très tendu, il est devenu très méchant, il est devenu très violent. Et je pense que cette violence, on peut la diminuer tout simplement en acceptant l'autre, en allant vers l'autre, en encourageant la création des passerelles et non pas la création, l'érection des murs entre les gens. Mais tu es quand même d'accord pour militer pour la reconnaissance de la langue kurde, mais quelle est ta position par rapport à ceux qui luttent pour un État kurde, pour aujourd'hui, hein, dans la complexité d'aujourd'hui, hein. Ah oui, moi, regardez, si je suis, si monsieur m'avait remarqué à Damas, par exemple, si j'étais à Istanbul, ou peut-être à Bagdad ou à Téhéran, en principe, je ressemble à tout le monde autour de moi. Voilà, un Kurde, il ressemble à un Iranien, un Turc, etc. Ce qui me sépare d'un Syrien ou d'un Turc ou d'un Iranien, c'est ma langue. Alors, avant, il y avait aussi la tenue vestimentaire aussi. Mais par exemple en Turquie, on l'a aboli. Mustafa Kemal Atatürk a interdit le turban et le pantalon kurde, etc. Les Kurdes avaient, on les reconnaissait, alors, comme les femmes kabyles, on les voit. Moi, si je vois une femme kabyle avec les couleurs jaunes, etc., avec toutes ces... Comme Selma. Elle est habillée à l'européenne, Non, mais moi, je alors, porte les étendards. Voilà. Ah oui, les bijoux. Oui, la langue kurde, elle est fondamentale pour moi, parce que si je perds la langue kurde, c'est comme quelqu'un qui attrape, je sais pas, qui est touché par la maladie d'Alzheimer, ça veut dire que c'est tellement important. Mais Areski se battre actuellement pour un Kurdistan libre et indépendant avec les 4 pays réunis avec une seule capitale, il faut être réaliste. Pour le moment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme, regardez, les Arabes disent, on va être réunis, je sais pas, ils sont 12 ou 13 États, ou peut-être beaucoup plus. Qui peut imaginer un seul pays arabe, puisque quand même, du Maroc jusqu'à l'Irak, impossible de le faire. Alors je pense qu'il faut être réaliste. Mon rêve, si on me dit quel est votre rêve, quel est ton rêve, je vais dire un Kurdistan indépendant, libre, un pays comme la France, comme l'Allemagne, comme la Suède, même comme le Portugal, même comme le Mali, même comme le Sénégal. Pourquoi pas? C'est un pays avec des frontières. Enfin, ici, c'est beaucoup plus important, parce qu'au Sénégal et au Mali, le français qui est la langue nationale. Un pays comme la Norvège, surtout avec son pétrole et ses diamants, c'est un pays très... C'est l'unique pays qui n'est pas endetté. Et je pense que c'est parmi quelques monarchies qui ne sont pas absolues, qui ne sont pas corrompues comme les monarchies que nous avons dans notre région. Alors, Areski, oui, je me bats énormément pour la cause kurde, pour la langue kurde, pour un Kurdistan, etc. Mais en même temps, je reste réaliste. C'est pas possible. Mais voilà, alors, la solution pour moi, c'est quoi? Si en Syrie, il y a la démocratie, la vraie, voilà, et la même chose dans toute la région, s'il y a une sorte de référendum et qu'on accepte qu'il y ait ce référendum pour que les Kurdes soient ensemble, ça c'est possible. Mais avec les armes actuellement, vous voyez, la frontière telle qu'elle est, cette frontière a été tracée il y a 100 ans. C'est très très difficile maintenant de changer les habitudes et de nous débarrasser de ces frontières qui ont été créées par Sykes et Picot, en français et en anglais, juste après la Première Guerre mondiale. Oui, c'est la même chose pour les Kabyles, les Amazirs, les Berbères, les Chlous, etc. C'est impossible d'imaginer comme ça, en rien de temps, la naissance d'un État kabyle. Et pourtant, comme tout ce
ce que vous avez dit tout à l'heure, ben, les Kabyles, ce sont les autochtones, ce sont les vrais habitants de la région. Les Arabes sont arrivés après et ils disent aux Kabyles, qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez, c'est illogique comme situation, mais en principe, c'est la force qui impose sa logique. Même lorsque cette logique reste une logique tout à fait illogique. Je voudrais, si vous me permettez, après je Je voudrais vous en prie. juste compléter la question d'Astrid, où je la poserai autrement. Est-ce que, et il est évident que les pays kurdes sont passés par une expérience d'État-nation propre à chaque pays, et avec une expérience propre à chaque pays. Donc il y a certainement une différence entre les différents pays kurdes dans la perception à la fois de soi, à l'intérieur du pays, et le regard sur les autres Kurdes. Donc l'État-nation de chaque pays est passé par là pour façonner l'esprit. Mais sans parler d'indépendance, il y a une possibilité d'autonomie pour chaque pays qui peut exister. Elle est réelle, elle est possible. Une autonomie d'ailleurs, il y a une ébauche d'autonomie dans le Kurdistan irakien, et qui est là, avec tous les défauts qu'elle peut avoir, mais elle est là, elle existe. Après, il faut corriger. Donc moi, je pense qu'ils sont passés d'indépendance. On peut avoir une autonomie de gestion, une autonomie de gérer son propre budget, une autonomie de faire sa propre culture, une autonomie Cela est possible. Et il est aussi exigé pour nous en tant que Kabyles. Sans parler d'indépendance, on peut exiger une autonomie dans laquelle on a la toute liberté de faire notre propre budget, de notre propre culture, de notre propre activité culturelle. Cela me paraît possible. Oui, Donc, dans la limite du possible. Vous voyez, c'est exactement ça ce que nous voulons pour le moment. C'est ce que les Kabyles, je pense, les Amazirs, les Berbères, les Chouks veulent. Je pense que c'est ça, c'est l'étape qui est en face de nous. Et après, on verra beaucoup plus tard. Vous voyez, même, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin. Je vais reprendre encore la conférence de Kamil Maalouf, il y a très longtemps, quand c'était à Stockholm. Il rêvait même, ici il y a l'Union européenne, lui il rêvait d'une union moyen-orientale. Ça veut dire une sorte d'union, comme ici en Europe, entre l'Allemagne et la France, l'Espagne, etc., entre la Turquie, Israël, le Liban, la Syrie, l'Arabie Saoudite. Vous voyez, il pouvait rêver, et c'est faisable, et pourquoi pas? Mais maintenant, bien sûr, quand on voit ce qui se passe, c'est l'impossible même. Voilà, alors du coup, je pense que vous avez posé la question, vous avez répondu à la question. Oui. Oui, moi, ce que dit monsieur est très, très intéressant. Je juge le lecteur que je suis. Moi, je te dis, je te félicite déjà. Le livre est formidable. C'est un régal littéraire, il n'y a rien à dire. Il se lit très bien. Micro, pardon. J'ai pas l'habitude, en fait. Il se lit très bien. Je partage, en tant que lecteur kabyle, je partage tes frustrations, tes angoisses. Je me retrouve un petit peu dans tes personnages. Il y a un truc qui me gêne. Pourquoi le choix du titre, le Syrien du 7e étage et pas le Kurde du 7e étage? En réalité, Pour donner, je ne me rappelle plus si on en a parlé ou pas, parce que c'est donner un peu plus de visibilité à ce peuple qui lutte, qui souffre. Voilà, Il existe, il est kurde. Donc je ne sais pas, associer le kurde au syrien, c'est comme si en fait, moi le kabyle, j'aimerais être reconnu en tant que kabyle. C'est pas une tare, je ne suis pas dans la division, je ne refuse personne, mais j'aimerais être reconnu en tant que tel. Merci. Oui, merci. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. En réalité, c'était ça. Moi, j'aurais bien aimé, comme on dit, mais pour des raisons éditoriales. Oui, Voilà, on a dit, oh, les Kurdes du 7e étage. Non, le Syrien, parce que tout le monde parle de la Syrie, tout le monde parle de la guerre, etc. Et voilà, en réalité, mais par contre, dans tous les autres livres, c'est le Kurde et le Kurde. Et c'était un peu par solidarité, même avec les Syriens, les Arabes, les Arméniens, les Syriens, comme je le dis, les Druzes, etc. Je dis, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, parce que je le vais au nom de la Syrie quand même, et une part de moi, vous voyez, c'est une part, même une partie très importante de moi. Alors du coup, bon, allons pour le Syrien du 7e étage, mais moi j'aurais bien aimé que, voilà, parler exactement
le Kurde du 7e étage, mais on le voit tout de suite quand même que ce Kurde, ce Syrien, est Oui, mais avant tout... est le- tout à fait- Donc, heureusement qu'on t'a pas imposé le Syrien du métro. Hein. Voilà. Alors, Merci. ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Alors du coup, en parlant des Syriens du métro, je me suis approché de ces gens-là, ceux qui... Ce sont des Roms, ce sont des Gitans, ou ce sont des Gitans de Turquie, et qui se voient... Ah, enfin, bon, ah oui. ils ont, une fois, je me suis approché, c'était des femmes, elles parlaient une langue tellement mélodieuse, tellement belle. Je dis, mais c'est pas le kurde, c'est pas le turc, c'est pas le grec. Ils ont dit, non, monsieur, nous sommes... Et j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Elle a dit, c'est notre fonds de commerce. Voilà. Ils sont comme les éditeurs. Voilà, comme les éditeurs, voilà. Si maintenant il y a un problème, je sais pas, maintenant peut-être, enfin en Afghanistan, on verra tout de suite des mendiants afghans, et voilà, c'est comme ça maintenant, ça marche, la question kurde, etc. Voilà, tout le monde est- Moi, justement, je voulais te poser une question à ce propos. Est-ce que, question qu'on ne devrait pas poser aux écrivains, mais je te la pose quand même, est-ce que tu as en tête un type de lecteur quand tu écris tes romans, et notamment ton rapport à un lectorat kurde, quoi. Est-ce que tu penses, par exemple, ta mère un jour va peut-être vouloir lire ce que tu écris, ou est-ce que tu as réfléchi un peu à cette question? Ah oui, oui, mais c'est une question fondamentale pour moi. Regardez ce qui m'arrive là, Espi, quand j'écris, je suis sur Facebook, j'ai mes neveux, j'ai mes sœurs, j'ai mes frères. Et le malheur, c'est ça. Quand on m'écrit en arabe. Parce que moi, si j'écris en kurde, eux, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas eu la chance. Par contre, quand on parle au téléphone, c'est le kurde. Vous voyez? Et moi, mon rêve, c'était de pouvoir écrire un livre et qu'il soit lu par mon père, par mes sœurs, par mes frères, etc. Et ça, je sais que je ne peux pas me permettre ce luxe. Comme un Français quand il écrit, ou un Anglais qui écrit, il sait. Il peut même demander l'opinion de son père, ou de sa mère, ou de son frère. Alors, quel est le type de lecteur que j'imagine dans ma tête? Quand j'écris, franchement, je ne pense pas, je ne vois pas le lecteur. Ce n'est qu'après, il y a des choses, je dis, tiens, quand même, il faut expliquer des choses. C'est pas évident quand je parle du Moyen-Orient, quand je parle, par exemple, de la langue, le kurde du Nord, le kurde du Sud. Quelquefois, malgré moi, je dis, tiens, je vais simplifier, je vais expliquer parce que le lecteur aura des difficultés à comprendre ces nuances, ces spécificités de chez moi. Moi, je rêve d'un lecteur, ici en France, les lecteurs sont plutôt des lectrices. Voilà. Moi, je rêve d'un lecteur plutôt intelligent, patient, voilà, qui prenne son temps pour comprendre, parce que c'est un investissement quand on lit un livre. Moi, franchement, quand je lis un livre, ça me prend 2 ou 3 jours, mais à plein temps. Et c'est pas évident de se débarrasser, enfin de se priver de beaucoup de choses pour lire un livre pendant 2 journées ou toute une nuit, etc. Moi, souvent, le livre, je ne peux pas le lâcher jusqu'à 5 heures du matin, il faut absolument que je le termine. Et ça, c'est magnifique quand on tombe sur un livre comme ça. Tous les livres ne sont pas comme ça. Oui, après, ça c'est une question qu'on avait posée à Borges, ou Borges, comme on dit là. On a dit, vous rêvez, je ne sais pas, d'un public. Elle a dit franchement, et franchement, ça c'est ma conception du lecteur. Moi j'écris, pour moi bien sûr, parce que ça fait du bien, et pour les amis autour de moi. Quand les amis autour de moi, par exemple, Abbas, s'il m'écrit, il me dit, bah ouais, j'ai lu ton livre, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre, c'est largement suffisant pour moi. C'est là, voilà, les amis, mon entourage, parce que rêver du grand, je ne suis pas si connu, j'ai mon petit chemin que je creuse, etc. Mais bon, voilà, je suis à un niveau modeste, et moi, c'est les amis, voilà, on partage ça. Souvent, je mets sur ma page Facebook, voilà, des amis qui ont lu, ils donnent leur avis, leur opinion, et voilà, j'écris pour un petit cercle d'amis. Mais bien sûr, j'aurais bien aimé pouvoir même vivre de ça, et même quitter cet HLM et acheter un appartement avec un jardin, mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais est-ce que tu as des rapports, des contacts avec des écrivains kurdes? Est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques que toi?
Là, je te parle parce qu'on est un peu dans la même situation. Les gens qui viennent d'Algérie, qui écrivent en français, ce rapport un peu complexe entre la langue de l'intimité et celle de la communication, etc. Est-ce que c'est une problématique qui est posée? Ah oui, énormément. Alors, avant, ce que je faisais, chaque fois quand je publiais un livre en français, je me traduisais moi-même. C'est comme, je dis, pour enrichir la langue kurde, je traduisais mon livre en kurde. Et ici, à Paris, par exemple, en France, il y a 250 000 Kurdes. C'est ce qu'on dit, on recense. Mais je supplie les Kurdes de prendre mon livre gratuitement. Même je l'offre un sandwich grec avec sauce samouraï. Avec sauce samouraï. Je dis, mais s'il vous plaît, mais tenez, moi j'ai mis 2 ans à l'écrire. Est-ce que toi tu peux y consacrer 2 jours ou 2 heures? Vous voyez, c'est pas évident parce que souvent les Kurdes qui sont ici, ils ont fui la misère de leur village, de leur montagne. Ils ne pensent qu'à s'enrichir aussi parce que c'est devenu une mentalité maintenant, s'enrichir. Tout au long de la journée, on regarde la télé, qu'est-ce qu'on fait miroiter? Les voitures, l'argent facile, etc. Malheureusement, c'est ça. Est-ce qu'il y a des Kurdes qui écrivent vraiment en français? Je pense qu'on est 2 ou 3. Il y a un professeur que j'admire beaucoup, mais lui, c'est un professeur, c'est plutôt l'essai, la recherche. Il s'appelle Hamid Bozarslan. Il y a, il y a un autre, un grand poète qui écrit en français, il s'appelle Chermous Daltakin. Lui, il écrit uniquement en français, c'est de la poésie, mais dans ce qu'il fait, il est plutôt un poète français, parce que la question kurde ne traverse jamais ses écrits. Moi, quand j'écris en français, la question kurde est omniprésente, elle est là. Ça veut dire, on enlève la question kurde à mes écrits, voilà, il ne reste pas grand-chose. Oui, j'aurais bien aimé, Areski, quand je suis invité à l'Institut kurde de Paris, qui fait une soirée pour moi, parce que j'ai un livre qui sort en français ou en kurde, il n'y a même pas trois personnes. Il y a seulement les Français qui sont là, qui viennent, qui s'intéressent. Parce que la culture, c'est pas une chemise ou une veste qu'on met ou on enlève ou on met dans... C'est toute une tradition, c'est toute une culture. Pour un Kurde, malheureusement, c'est comme ça. Acheter un livre qui coûte 12 €, mais pour lui, c'est les yeux de la tête, quoi. Par contre, il peut dépenser très facilement 100 € dans un restaurant pour épater les amis, etc. Parce que la culture, elle ne fait pas partie de la culture. Les livres la livre ne fait pas partie de la culture. C'est une question de tradition. Un Français, vous le privez de sa musique, de son théâtre, de son cinéma, il va pas mourir à 100%, il va être très très malheureux, parce que ça fait partie de sa vie. J'ai été au salon du livre de Brive, le 9, le 10 et le 11, je viens juste de rentrer. Mais mon Dieu, mais les gens ne pouvaient même pas circuler. Il y avait tant de monde. Et franchement, j'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup d'Arabes, beaucoup de Kabyles, beaucoup de Kurdes, mais il n'y avait que les Français, les gens du pays. Et pourtant, quand je sortais, je voyais bien quand même qu'il y avait des Arabes, des rebeux, comme on dit, il y avait des Noirs, des Renois, il y avait des Kurdes, voilà, parce que je voyais le sandwich partout de nard, voilà, sauce samouraï, sauce, etc. Mais ça ne fait pas partie de leur culture, parce que, voilà, il faut une autre génération, une deuxième ou une troisième génération, pour qu'il y ait un changement. Et pourtant, ça baisse beaucoup, hein, la lecture en ce moment en France. Oui, autrefois dans le métro. Ah oui, ça c'est à cause des smartphones, dans etc. Dans les années 70, même avant, les gens avaient tous la tête. Oui, mais maintenant c'est ça. Mais je pense que les gens, bien sûr, mais les gens lisent beaucoup quand même. Vous voyez, chaque année, moi je tombe sur des éditeurs qui disent on va fermer parce que les gens ne veulent. Et ils sont là, depuis 30 ans, ils disent la même chose. On va fermer, les gens ne lisent plus. Et ils sont toujours là, les éditeurs. Et ils sont là, toujours à faire la promotion de leurs publications et de leurs auteurs. Non, je pense que... Bien sûr, en Allemagne, on lit beaucoup plus qu'en France. En Finlande, on lit beaucoup plus que l'Allemagne. Il y a quand même... Voilà, mais quand même ici, la lecture fait une partie très très importante dans la vie des gens. Oui, je vous en prie, monsieur.
Bon, puisqu'on est en politique... On est beaucoup plus dans la littérature que dans la politique. On dit, est-ce que vous ne pensez pas que le problème des réfugiés syriens qui sont en France et qui pour moi sont de futurs citoyens français, ça arrive généralement au moins 90%. Donc est-ce que ça ne vous inquiète pas, pour la France? Je parle du danger islamiste que beaucoup minimisent et que moi je vois de toute façon parce que je vois souvent sur la ligne 13 et j'entends des mendiants, les femmes évidemment voilées, parce que il ne faut pas se leurrer, toute la société syrienne majoritairement est voilée comme en Algérie et soumise au dictat des islamistes. Ça, on se fait des illusions quand on pense que c'est la laïcité que Bachar Assad défend ou quelque chose. Non, il défend son trône. Il défend... Mais bon, il est attaqué par plus wahhabite que lui, par plus islamiste que lui, c'est tout. Donc, je veux dire, moi j'entends des trucs invraisemblables, des gosses, des adultes. Il y a Akhifillah, il y a Akhifidin, Sadaqa Jariya, même des petits gosses, Sadaqa Jariya, Sadaqa Jariya. Pour moi, c'est déjà, surtout avec la déferlante du 9-3, je ne sais pas si vous avez lu le livre qui vient de paraître, qui s'appelle Inch'Allah, une enquête. Moi, franchement, je connaissais beaucoup de choses sur le 9-3, mais j'ai découvert des trucs absolument extraordinaires. Vraiment, et moi, je vous dis franchement, ça me fait peur pour l'avenir. Je me suis dit quand même, c'est bien, on est peinard en France, on est tranquille, on peut marcher dans la rue sans se faire agresser et tout, et là... Est-ce que vous pensez que ça peut représenter... Oui, est-ce que ça ne vous inquiète pas oui, ça veut dire... Moi, c'est vrai, quand je suis arrivé, il y a 40 ans, moi aussi, j'étais un étranger, et petit à petit, je me suis adapté, j'ai accepté le règlement, les règles de ce pays, et j'ai cherché ma place. Mais je n'ai pas demandé aux Français de s'adapter à moi, je me suis adapté à eux. J'ai appris la langue, voilà. Mais je vous comprends parfaitement. Alors, moi, je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. Mais par exemple, il y a un Algérien qui est très, très connu. On avait une rencontre débat avec Christine Ockrent. On était à Brive-la-Gaillarde il y a 3 jours. Lui c'est le grand spécialiste de ça. Et il y a un Français aussi, Houellebecq, qui parlait énormément de ça. Oui, mais... Karim Akouche aussi, on parle. Oui, Karim Akouche aussi en parle beaucoup. Et il y a même Salim Bachi, il en parle beaucoup. Je pense qu'il faut parler davantage de tout cela, parce que le danger est réel. Alors, regardez, voilà, par exemple, je vais vous dire une chose, monsieur. Dans les années 60-70, Kalsoum, vous la connaissez tous, elle pouvait chanter à l'université du Caire. Et si on regarde les gens, le public, des femmes en tailleur, aucune femme voilée. Maintenant, c'est impossible d'imaginer. Et pourtant, en principe, la mentalité progresse, avance. Mais non. Et pourquoi ce changement? Parce que tout simplement, il y a des gens qui sont derrière ce changement. Il y a l'Arabie Saoudite qui encourage tout ça, les pays comme le Qatar, les Émirats, etc. Vous voyez, en Syrie, je me souviens, dans les années 70, c'était les femmes, les hommes, enfin... Vous voyez comment elles étaient habillées, les mini-jupes, les robes, etc. Quand j'étais en Syrie il y a 8 ans la dernière fois, c'est impossible maintenant d'imaginer. Et même dans mon quartier, dans le 20e, maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de femmes voilées. Et même quelquefois, il y a beaucoup plus de femmes voilées ici que dans ma ville à Mouda. C'est une réalité politique, carrément. Politique. Et ce qu'on ne peut pas oublier, parce que ce qui a fait progresser les populismes en Europe, en Italie, en Autriche et
et dans beaucoup d'autres pays comme la Hollande, bah, malheureusement c'est l'arrivée massive de ces étrangers, de ces migrants, de ces réfugiés politiques. Voilà, c'est ça, c'est une réalité. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment le sujet dans lequel où je me sens mieux, parce que ça c'est plutôt la recherche, l'étude. Mais oui, je suis inquiet. Quand vous parlez de ces femmes, des petits-enfants, on leur a dit tout simplement, et voilà, comme je vous ai dit, ces femmes qui sont, si vous allez à Montreuil, là, à Porte de Bagnolet, vous allez voir, ils sont là jour et nuit, ils sont là, et c'est marqué famille syrien. Non, pas syrienne. Non, c'est marqué syrien. Famille, c'est S-I-R-I-N. Famille féminin. En principe, c'est syrienne avec. On écrit, soi-disant, on ne le parle pas, mais c'est fait par des spécialistes. Une fois, j'ai vu mieux, famille syrienne authentique. Est-ce qu'il m'est possible de réagir à ça? Oui, bien sûr. Il m'est possible. Moi, je ne suis pas inquiet. Je n'ai aucune inquiétude. Et quel est le nombre exact qu'on a? C'est infime. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont très visibles. Ils sont juste visibles. C'est pas une question. Mais je réponds, vous avez votre position. Je La ne... présence physique, c'est la mentalité. Oui, mais ce n'est pas grave pour moi. Ce n'est absolument pas la France à la force d'intégrer cela. Et puis les George Orwell modernes, c'est une peur absolument inexpliquée et qui n'a aucune raison d'exister. C'est une vendeur de je ne sais pas, de cataclysme qui n'aura jamais lieu. Moi, je crois que la France a toute la capacité d'intégrer tous les gens, et la majorité. Il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre. S'il n'y avait pas cette guerre, on n'aurait jamais parlé de ce problème syrien en France. C'est cette guerre, ils sont venus ici, parce que moi, ces gens-là, je les ai vus là-bas. Ils existent, ils vivent comme ça. Il y a un certain nombre de gens qui vivent en Syrie de cette façon-là. Donc, il n'y a aucun problème. Aucun problème. La solution est dans la capacité de prendre en charge ces gens. Et qu'on veuille les prendre en charge dans cette société, c'est tout. Moi, je ne vois pas. Si on les prend en charge, il n'y aura aucun problème. Moi, je ne suis pas inquiet. J'apprécie beaucoup votre humanisme, monsieur, mais c'est pas suffisant. Parce que votre humanisme, franchement, me touche énormément. Il y a une chose, c'est vrai que, parce que cette République a des fondements quand même. Là, on a oublié carrément. Oui, il faut revenir. Ça veut dire. On peut organiser un truc si vous voulez sur. Alors, mais là, on ce parle. qui est sûr, c'est que la France a connu des vagues d'immigration. Il y a eu les Portugais, il y a eu les Espagnols, il y a eu les Polonais, il y a eu les Russes, tout cela. Mais il y avait quand même des éléments qui permettaient, si vous voulez, l'adaptation de ces populations. C'était beaucoup plus facile. Vous voyez, maintenant, ils sont tous devenus français, peut-être avec quelques noms polonais ou russes, etc. Mais avec la mentalité qui est surtout prêchée dans les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, ça veut dire que ce sont des gens qui arrivent souvent comme des envahisseurs. Moi, j'ai connu ces gens-là qui disent l'Europe occidentale, l'Europe chrétienne doit disparaître. Parce que l'islam ne connaît pas de limites. C'est une religion fondée sur l'expansion. Voilà, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. C'est l'international. Mais vous voyez, ça veut dire toutes les idéologies, c'est comme les vagues, il y a des flux et des reflux. Et pour le moment, les vents étaient favorables jusqu'à maintenant. Mais bon, comme l'a dit Areski, c'est beaucoup plus de sujets dans notre débat. Oui, alors est-ce qu'il y a encore des. On peut prendre encore une réaction ou deux rapide. Oui, Ahmed, oui. Je voulais juste apporter une info concernant les écrivains kurdes, parce que c'est un écrivain que j'aimais beaucoup. C'est Yashar Kamal. Ses compatriotes kurdes l'ont incendié parce qu'il écrivait en turc. Et Yashar Kemal est mort d'ailleurs avant d'avoir eu le prix Nobel, qui est tombé dans l'escarcelle de Pamuk. Oui, je pense alors, Orhan Pamuk, moi je l'ai rencontré à Stockholm, je l'ai connu. C'est vrai, quand il a commencé, avant tout c'était un écrivain communiste au début, à l'origine. Alors, il écrivait en turc, mais ces sujets, les trames, c'est toujours des Kurdes, uniquement des Kurdes, c'est des paysans kurdes, c'est des ouvriers kurdes. C'est vrai, alors, souvent on me dit, parce qu'il y a un autre écrivain kurde qui écrit en arabe, il s'appelle Salim Barakat. Lui aussi, il vit en Suède,
Et il y a des gens qui m'ont reproché, ils ont dit, mais pourquoi tu écris en arabe, tu es kurde? Il a dit, écoutez, moi le problème c'est que je ne maîtrise pas ma langue maternelle. Vous savez, si j'écris en arabe, je vais produire des œuvres très très médiocres. Alors imaginez, moi ce que je fais, c'est que dans ma tête je pense comme ça. Il y avait un écrivain qui était très très fort, qui avait écrit des chefs-d'œuvre en kurde, et après il y a eu Salih Barakat qui a traduit ce monsieur, voilà, qui a traduit, il était kurde, et il a traduit en arabe. Parce que c'est vrai, ce qu'il écrit, c'est kurde, mais tout simplement la robe, si vous voulez, la peau, c'est l'arabe. Le problème, c'est que une langue, c'est pas seulement une langue, c'est une façon de vivre. C'est pour ça, l'envahisseur, quand il arrive dans un pays, la première chose qu'il impose, il impose sa langue, et la première chose, quand il est dictateur, qu'il fait, c'est de mettre en prison les intellectuels et les écrivains. Alors, merci. On est obligé de nous arrêter. Merci, Fawaz. C'est très, très, très intéressant ce que tu nous as dit là aujourd'hui. Alors là, il va signer son livre. Il va faire des dédicaces. Je voudrais faire quelques petites annonces des prochaines activités de l'ACB. Alors, le mercredi 21 novembre, normalement c'est mercredi prochain, notre ami Omar Amourit, qui est là, fera une conférence sur les Kabyles et la colonisation française. C'est à 19h, animé par Belaïd Hadi. Alors, le 21, du 26 novembre au 21 décembre, il y a un vernissage d'exposition d'aquarelle. C'est un groupe d'aquarellistes qui s'appelle Garance, donc qui expose du 28 au 21 décembre. Puis mercredi 5 décembre, un autre guillemet de l'ACB qui sera animé par Marie-Joëlle. Ça s'appelle, c'est pour un livre qui s'appelle à l'école en Algérie des années 1930 à l'indépendance. Donc c'est un certain nombre, un livre collectif. Il y aura Ali Cherki, Ben Mohamed, et puis et moi. Le 12 décembre à 19h, alors une rencontre très intéressante autour d'un livre d'artiste, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle Je m'en vais partir, avec des poèmes de notre ami Ben Mohamed, illustrés par Slimane Ould Mohel, qui est un peintre magnifique, enfin moi j'adore. Et c'est un livre préfacé par Roger Leroux. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Et puis, évidemment, on a une petite pensée pour Nono Sadi qui nous a quittés il y a bientôt une année, et je suis sûr qu'il aurait été à cette table s'il était encore parmi nous. Voilà.